Peut-être loin de la fin de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les acteurs politiques continuent, en tout cas, à se chamailler, à se tirer dessus. À Minembwe, ça ne marchait pas. Le M23 d'ailleurs a tenu une conférence de presse pour dénoncer ces comportements de Félix-Antoine Tshisekedi, selon eux, de vouloir à tout prix reprendre la guerre alors que les deux parties étaient sur la table de négociation. On va en parler dans la rétrospective. On revient sur le fait marquant de la semaine. Mesdames, Messieurs, il est le matin à Goma. Est-ce que chez vous, il est quelle heure? On en discute dans les commentaires. Bonjour Jospin et Bonjour Blaise, bienvenue et excellent merci week-end. beaucoup. Bon week-end à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. On pensait que les choses allaient s'apaiser alors qu'on était en Suisse pour des pourparlers, même si ça n'évolue pas de ce côté-là. Mais des langages verbaux continuent, des attaques entre les acteurs politiques. Là, on 23, d'ailleurs, a dénoncé qu'à Minembwe, ça ne marchait pas. Le FARDC ont intensifié des combats sur les positions des Tugwanais alliés à la F-123. Commençons par ce qui tourne autour de Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Merci beaucoup. Je pense que cette posture n'est pas nouvelle. Depuis le début du processus de Doha, il y a toujours des escalades verbales à chaque étape franchie. À Doha, même dernièrement à Montreux, après la signature des protocoles d'accord, le lendemain, c'était des communiqués de part et d'autre. D'une part, l'F-123 qui fait une mise à jour chaque jour qui passe et faisant état des nouveaux bombardements par des drones, Sukhoi, dans le Masisi, dans le Walikale, dans le Walungu, dans le Fizi et surtout dans le haut plateau de Minembwe, parce que depuis plus d'une année, l'armée force son entrée dans l'agglomération de Minembwe, mais elle n'a pas encore réussi le coup, mais quand même, elle avait réussi à prendre point zéro et à reprendre Mikenge I. Serrait déjà la porte de Minembwe, mais cette agglomération reste sous contrôle de Twirwaneho, allié à l'F-123, selon Freddy Kaniki, qui est le président du MRDP Twirwaneho et coordinateur adjoint de l'F-123. Mais l'enjeu n'est pas seulement Minembwe Blaise, l'enjeu c'est toutes les parties occupées par l'F-123 qui sont attaquées, du moins l'opposition par les forces armées de la RDC, c'est-à-dire que on n'a jamais assisté à un cessez-le-feu, même si sur le papier on est censé être dans une trêve depuis la signature du protocole d'accord à Montreux, mais sur le terrain c'est pas le cas. Seulement que les déclarations de Tshisekedi à Houston ont été comme une goutte qui fait déborder la vase, mais sur le terrain, la posture était toujours militaire. La F-123, à un moment, sur ses gardes, à un moment, obligé de riposter, à un moment, obligé d'attaquer pour éloigner et la menace. Par exemple, quand les combats s'est déroulé sur l'axe Rubaya-Kibabi, à un moment, la F-123 a été obligé d'attaquer et d'aller au-delà de sa ligne de défense. Et même dans le haut plateau de Minembwe, bien sûr, la 123 subit des attaques, parce que là, il y a une coalition selon nos révélations des sources sécuritaires dans la zone. Il y a au moins 4 axes stratégiques. Il y a un axe qui est contrôlé par les Burundais et les FDLR, un autre par les Wazalendo et les FARDC, et un autre par une unité spéciale des FARDC, Ibu et Serpent Noir. C'est-à-dire que sur ce côté-là, il y a une grande force déployée des forces armées de la RDC pour prendre Minembwe seulement. Minembwe constitue un point névralgique actuellement parce que c'est le point qui est visé par toute cette coalition-là, afin de vouloir prendre le contrôle de haut plateau des Minembwe, des Douvira et des Fizi au sud Kivu. Question de repousser la coalition F-123 vers Kamanyola, et comme avait annoncé le gouverneur du sud Kivu sur Kinshasa, aller reprendre Bukavu et Goma. Cette même ambition a été réitérée par Félix Tshisekedi devant la diaspora à Houston après le match nul de la RDC face au Portugal. Il a bien dit qu'il compte reprendre très bientôt Goma et Bukavu. Il a même rassuré les habitants qui fêtaient ce premier but marqué par la RDC dans un match de mondial. Mais c'est qui a suscité directement, rapidement, la réaction de la M23, qui a considéré cette déclaration comme une déclaration de guerre en temps
de cessez-le-feu, en temps des trêves. Et pour l'F-123, c'est une menace à prendre très au sérieux. Raison pour laquelle la réaction n'a pas tardé. D'abord, un communiqué de Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, qui a accusé Kinshasa de prendre une posture de va-t-en guerre. Qu'on a une angle qui est revenu là-dessus lors du point de presse animé à Goma. Bertrand Bissum aussi qui a fait une analyse, une lecture géopolitique de la situation, diplomatique aussi. Il est revenu sur le processus de Doha et il pense que l'F-123 pourrait se réserver le droit de quitter les tables de négociation, même si c'est pas encore fait, c'est pas avec effet immédiat, mais il a menacé quand même, parce qu'il a estimé que le médiateur international, qui est actuellement le Qatar, ne traite pas les deux parties de la même sorte. D'une part, ce sont des activités qui sont sanctionnées par la communauté internationale, par les États-Unis, mais aucun responsable politique de Kinshasa n'a été sanctionné. Pourtant, selon Bertrand Bissimois, la F-123 a respecté le cessez-le-feu en quittant Ouvira, en quittant Walikale, en quittant Kipiès dans les Lubero et d'autres entités. Mais à chaque fois que la F-123 recule, les FARDC en profitent pour avancer et élargir la menace sur d'autres zones pourtant peuplées. Et parfois, ce sont des civils qui sont victimes. Alors, à ce point, Bissimois pense qu'il serait peut-être temps pour la F-123 de ne pas se laisser distraire par ce processus de paix sous médiation internationale qui ne font que bénéficier de terrain à Kinshasa. Dans un contexte de match, on était en train de parler de la célébration de match. Félix Tshisekedi revenir sur ce qu'il a toujours répété par rapport à sa considération envers Joseph Kabila, et c'est pas des trop. Bon, nous savons que Tshisekedi est en train de vivre une époque de guerre qu'il a déclenchée lui-même contre toute l'opposition. Opposition armée, AFCM 23, opposition politique, souvent la RDC, ensemble, en vol et tout. Il a déclenché une guerre et il a une milice pour cela à Kinshasa. Selon les opposants, la milice c'est la force du progrès. Il y a même des responsables, des hauts responsables politiques qui sont devenus des lieutenants pour cette guerre. Je vais citer ici Jean-Pierre Bemba, vous avez suivi en 2025, il avait fait une tournée en Équateur, au Kassai, il portait des bérets rouges, ici comme des bransards rouges, mais même de la tête aussi, comme un milicien Mobondo. Et l'objectif de cette tournée, c'était de discréditer Kabila, de l'insulter publiquement, de le traiter d'étranger. Est-ce que cela nous permet d'avancer sur une voie de paix? Voilà, je le disais, je tente de le dire, cette offensive se poursuit. Nous savons que sur le terrain, les FARDC combattent, attaquent chaque fois les positions de la F-123, mais sur le plan diplomatique, à Kinshasa et dans la diaspora, chaque fois que Tshisekedi est en déplacement, que ce soit à Londres, à Norvège ou à Paris, il a l'habitude de convier la diaspora et c'est l'occasion pour lui de tenir des discours de haine, de division malheureusement. Et les analystes avertis de notre calibre se pose la question de savoir si le président a réalisé qu'il est le chef de l'État de la RDC. Est-ce qu'il réalise, est-ce qu'il assume cette casquette des présidents de tous les Congolais? Est-ce qu'il sait qu'il est le président de Corneille Nangaa, il est le président de Joseph Kabila, il est le président de Moïse Katumbi, il est le président de tout le monde? Apparemment, lui, il pense qu'il est seulement président des membres de l'Union sacrée, il est seulement président de l'UDPS. Il ne s'est jamais rendu compte qu'il était président de la grande nation qu'on appelle la République démocratique du Congo. Sinon, il aurait arrêté ses campagnes de haine, je ne sais pas. On n'est pas en période de campagne électorale. Mais on se rend compte à chaque fois qu'il est en mission, même à l'intérieur du pays, quand il était à Kolwezi, quand il était à Kalemi, et quand il était à Lubumbashi, on se rend compte qu'il fait des promesses de campagne. Il continue à promettre de l'emploi, il continue à parler de Kabila comme celui qui bloque. Il continue à se moquer de l'opposition en traitant les opposants d'opposants de Anzala et tout, des opposants affamés, des opposants ennemis de la nation, comme il a dit en Wilson aux États-Unis. Il traite les opposants d'ennemis de la nation, d'infiltrés, d'étrangers, comme s'il était dans une campagne électorale où tous les coups sont permis. En période de campagne électorale, en vue de dompter son adversaire. Mais non, on est en temps normal. Même si on est
en crise sécuritaire. Mais le rôle du président, c'est pas d'attiser le feu, c'est pas de mettre d'ajouter de l'huile sur le feu, mais c'est d'éteindre le feu, c'est de réunir tous les Congolais, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont en exil, les Seth Kikuni, Moïse Katumbi Joseph Kabila, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont partout, les réunir autour d'une table comme père de la nation et trouver des solutions concertées. Pas poursuivre les discours de haine, parce que lui, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de diviser le Congolais davantage, c'est montrer à ce Congolais qui sont aux États-Unis que les Kabila, les Katum, ils sont des ennemis du Congo, ils ne sont pas de Congolais, montrer que l'AF 123, ce ne sont pas de Congolais, et tous ceux qui ont adhéré au projet ce ne sont pas des Congolais. Les Congolais se trouvent seulement à la 10e rue de Limete à Kinshasa. Ça, c'est dangereux pour le chef de l'État, qui devait être pacificateur, qui devait être inclusif même dans ses langages. Il continue à diviser les Congolais, traiter Joseph Kabila notamment des chiens, d'étrangers, qu'on aurait remplacé par son père qui ne le serait même pas. Ce sont des discours qui ne nous aident à rien d'avancer. Imaginez ces insultes-là, ça change quoi dans la situation actuelle aujourd'hui? Ça change quoi dans le panier de la ménagère aujourd'hui à Kinshasa, dans la situation des embouteillages, d'assainissement? Ça change quoi sur la situation des civils qui sont bloqués à Minembwe, qui sont obligés d'acheter parfois un paquet de sel à 40 000 francs congolais, à 50 000 francs. Ça change quoi? Ça ne change absolument rien. Plus le temps avance, plus les opposants se radicalisent, plus ils vont demander son départ, parce qu'après ce deuxième mandat, ça sera tout, même si il continue avec le processus de la Constitution, mais ça va être difficile. Ça va être très dur pour ce projet de passer en ce moment. Même si ça passait, les conséquences seront fâcheuses. Et nous risquons d'aller tout droit vers la division du pays, ce que moi je ne souhaite pas. Envisageons la semaine, au regard de ce qui précède, les attaques de Minembwe, la riposte promis par les autorités de la F-123, le langage belliqueux jusque-là de Félix-Antoine Tshisekedi envers ses partenaires, alors qu'ils sont sur une même table de pourparlers. Est-ce qu'on peut dire, on peut se permettre de dire que cette semaine sera une semaine aussi agitée? Est-ce que des combats vont reprendre? Ouais, les combats sont en cours, en ce moment où nous parlons même, autour de la cité de Minembwe. Dans le Walikale aussi, il y a des combats sporadiques. Dans le Massissi, des combats sporadiques. Dans le Calais, on ne peut pas dire qu'on est dans une période de trêve, même si on est censé être dans les trêves. Être dans la trêve. Mais les combats peut-être auxquels nous avons assisté seront de grande envergure. Est-ce que la trêve sera possible? La trêve n'est plus possible parce que le médiateur est silencieux. Il ne dit rien. À chaque fois que l'F-123 sort des communiqués, il n'y a jamais de réaction de Doha ou de Washington ou de Suisse. À chaque fois que les FARDC aussi font pareil en accusant l'F-123 d'attaque, il n'y a jamais eu de réaction. Je ne sais pas si... Le mécanisme d'évacuation de ces... Voilà, je ne sais pas si le médiateur ou la communauté internationale attendent seulement quand l'F-123 prend une grande agglomération pour se réveiller du profond sommeil dans lequel il se trouve. C'est quand Uvira tombe que les États-Unis se réveillent et prennent au sérieux la situation dans le sud du pays. C'est quand les centres étaient tombés parce qu'il y avait des intérêts américains menacés qui se sont finalement réveillés pour se rendre compte que la situation est catastrophique dans la RDC. Je ne sais pas si les habitants de Minembwe ne comptent pas aux yeux de la communauté internationale ou aux yeux du Qatar. Je ne sais pas si les habitants des Louké, des Kibabi ne comptent pas, des Mahanga, des Bouimba, des Calais. Je ne sais pas si c'est tellement Uvira qui est important parce que c'est un point stratégique dans la sous-région. Il y a aussi les intérêts du Burundi, partie prenante intégrante à cette guerre actuellement, dans la relation, dans le partenariat bilatéral avec Kinshasa, avec les FARDC. C'est même pas ça quand la menace se rapproche de Butembo que la communauté internationale doit jouer son rôle, ou le Qatar, je ne pense pas. Et aujourd'hui, Blaise, je sais c'est à quoi nous allons assister. Il y a deux possibilités. Pour l'F-123, c'est d'avancer pour éloigner la menace de ces zones de confort. Quand je parle de ces zones de confort, je vois son Kijé par exemple, Goma ou Bukavu, pourquoi pas actuellement Minembwe ou Walikale, dans une partie de Walikale ou Massissi, parce que Rubaya aussi. Et vous savez très bien que les deux grandes cibles des forces coalisées de Kinshasa ou des forces gouvernementales en cette année étaient Rubaya et Minembwe.
Et selon nos sources à Minembwe, le FARDC voudrait prendre Minembwe avant le 30 juin pour que ce soit symbolique. Roubaix a aussi été ciblé, mais l'F-123 a un peu éloigné la menace. Mais ce sont deux zones qui sont ciblées. Alors que ça, c'est comme toucher encore l'F-123 dans l'œil. Quand vous menacez Minembwe, vous savez très bien que pour son partenaire, qui est le Touraneo, une fois Minembwe est tombé, c'est dur. Oui. C'est dur, ça risque de créer même des divisions internes. Donc l'F-123 a tout intérêt à sauvegarder Minembwe sous emprise de Touraneo. Et c'est là où je vous dis que, comme vous venez de le dire, les combats vont prendre une autre intensité dans cette partie-là. Et pour mieux protéger Minembwe, la F-123 pourrait être contraint de reprendre Uvira. Pour cerner ces paramètres-là. Ce n'est pas à exclure. Hein. Ouais, d'aller encore vers Makobo, là, de descendre sur Makobo. À partir des Minembwe, de descendre encore, de marcher sur Makobo, là, et de mettre une ceinture sur l'axe qui va vers Fizi Baraka et de descendre sur Uvira pour aller encore faire une jonction avec ceux qui sont à Kamanyola, qui pourraient aussi descendre. Et là, le Burundi peut-être pourrait aussi intervenir maintenant officiellement. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais on ne voudrait pas assister à tout cela. Mais ce sont des scénarios possibles. Descendre à partir de Minembwe, récupérer les points zéro, tout repousser les FARDC vers Baraka, vers le territoire de Fizi Centre, afin de sécuriser les paramètres de Minembwe et descendre sur Uvira. Ça sera possible. Ce sont des scénarios possibles, mais qui pourraient faire encore appel à une intervention musclée de la communauté internationale, des États-Unis. C'est là où la F-123 parle d'une injustice, d'un traitement injuste, alors que les deux parties engagées en conflit devaient être traitées de la même façon. Mais ce n'est pas le cas. Si la F-123 n'avançait pas sur l'axe-là de Minembwe ou marchait sur Uvira, elle pourrait peut-être prendre la route vers le territoire de Lubero. Parce que la F-123 a maintenant intérêt à sauvegarder un rapport de force sur le terrain. Très bien. Pour contraindre son ennemi à plier bagage ou à faire profil bas ou à revenir sur terre. Parce que là, déjà, Tshisekedi est en l'air. Hein. Il pense que tout est prêt, fin prêt pour reprendre Goma et Bukavu parce qu'il a mis beaucoup de moyens. Il y a des mercenaires, il y a l'armée burundaise, il y a FDLR, toute la coalition. Lui, il sait, là, il est rassuré. Et il est sur cette lancée, là, il est sur cette voie. Il a déjà laissé de côté la voie des Doha. Et si la F-123 aussi se mettait dans la même logique, imaginez les conséquences maintenant sur les civils. Parce que Jospin. Partout il y a des affrontements, il y a des dégâts collatéraux. Merci Jospin. Qu'est-ce qu'on perd en cherchant à résoudre cette crise par la voie pacifique? Rien absolument. Mais je rappelle ce qu'on va gagner. On va gagner des vies des Congolais qui ne seront pas fauchés par cette guerre. On va gagner la fin de la misère de certains Congolais qui se retrouvent en déplacement parce qu'ils sont en train de fuir des hostilités. Nous allons gagner tout simplement la crédibilité aux yeux de ceux qui veulent nous voir sérieux un peu, parce que aucune guerre n'est finie par les armes. On sera obligé de parler, mais on doit les faire vite. Portez-vous bien.